Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose d'étudier quelques mouvements d'objets avec une approche énergétique. Après avoir défini le travail d'une force constante, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et enfin l'énergie mécanique, nous étudierons la manière dont l'énergie se transfère au cours du mouvement. En particulier, nous verrons que le théorème de l'énergie cinétique et celui de la conservation de l'énergie mécanique nous permettront de traiter quantitativement différentes situations. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! L'énergie caractérise l'état d'un système et exprime la potentialité à modifier l'état d'un autre système avec lequel il est en interaction. L'énergie peut se présenter sous différentes formes, parmi lesquelles l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique est une énergie de mouvement par rapport à un référentiel d'étude. Dans un référentiel donné, l'énergie cinétique notée EC d'un solide de masse m dont le centre d'inertie G est animé d'un mouvement de translation à la vitesse v a pour expression EC est égal à 1/2 de mv carré. EC s'exprime en joules, la vitesse en mètres par seconde et la masse en kilogrammes. Le fait que l'énergie cinétique soit une forme quadratique de la vitesse, c'est-à-dire varie comme le carré de cette dernière, a des conséquences importantes notamment dans le domaine de la sécurité routière. En effet, lors du choc d'un véhicule avec un obstacle, l'énergie cinétique de celui-ci est convertie en une énergie de déformation de la carrosserie. Cette dernière doit être conçue de telle manière qu'elle absorbe au maximum l'énergie libérée lors du choc, tout en protégeant les passagers. Il faut donc rechercher le meilleur compromis entre déformation et rigidité. Les crash tests permettent de rendre compte du niveau de protection des passagers d'un véhicule via l'attribution d'un système d'étoiles. Une voiture obtenant un score de 5 étoiles au crash test assure une protection maximale à ses passagers. Dans un référentiel donné, le travail d'une force constante lors du déplacement de son point d'application d'un point A vers un point B a pour expression celle notée à l'écran, à savoir F scalaire AB, soit F fois AB fois cosinus alpha. Alpha est l'angle que fait la force avec le vecteur déplacement AB de son point d'application. La propriété fondamentale du travail d'une force constante est que celui-ci est indépendant du chemin suivi. Ainsi, sur l'exemple à l'écran, le déplacement du point d'application de la force F entre les points A et B conduit au même travail total que l'on emprunte le chemin 1 ou le chemin 2. Enfin, il est important de remarquer que le travail est une grandeur algébrique. Son signe permet de savoir si une force constante favorise ou défavorise un déplacement. Le tableau visible à l'écran recense les différents cas de figure. Si alpha est supérieur ou égal à 0 degré et strictement inférieur à 90 degrés, le travail de la force constante est positif et est qualifié de moteur. Il favorise le déplacement. Si alpha est égal à 90 degrés, le travail de la force constante est nul. Il n'influe pas sur le déplacement. Enfin, si alpha est strictement supérieur à 90 degrés et inférieur ou égal à 180 degrés, le travail de la force constante est résistant. Il défavorise le déplacement. Tout objet au voisinage de la Terre est soumis à son poids noté P. Le champ de pesanteur terrestre noté G étant supposé localement uniforme, le poids P est égal à m fois G et donc une force constante. Pour un déplacement quelconque d'un solide de masse m de A vers B, le travail du poids est WAB de P est égal à P scalaire AB. En exprimant le produit scalaire en fonction des coordonnées du vecteur force P et du vecteur déplacement AB, on obtient WAB de P est égal à P fois ZA moins ZB, avec P qui est égal à m fois G. Le travail du poids d'un solide de masse m ne dépend donc que des altitudes des points de départ et d'arrivée. Il est indépendant du chemin suivi pour aller de A vers B. En posant H est égal à la valeur absolue de ZA moins ZB, on peut écrire que WAB de P est égal à plus MGH et est positif dans le cas numéro 1, et WAB de P est égal à moins MGH et négatif dans le cas numéro 2. Une force est dite conservative lorsque le travail produit par cette force est indépendant du chemin suivi par son point d'action. C'est généralement le cas de toutes les forces qui ne dépendent pas de la vitesse. Par exemple, le poids est une force conservative. Un exemple typique de force non conservative est donné par les forces de frottement. Ces dernières tendent toujours à ralentir le mouvement et sont donc toujours de sens opposé à celui de la vitesse. On peut écrire que la force de frottement F est égale à moins alpha fois le vecteur vitesse V dans le cadre de force de frottement fluide.
Les forces de frottement fluide interviennent dans de nombreuses situations. C'est le cas en particulier lors d'un saut en parachute où elle s'oppose au poids du parachutiste. Elle intervient également lors de l'entrée dans l'atmosphère d'une sonde spatiale, dans l'atmosphère d'une planète, à l'instar de la mission Mars 2020 qui a déposé le rover Perseverance. Une force est conservative lorsque son travail entre deux points A et B ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de la position de ces deux points. Une force conservative dérive d'une énergie potentielle, notée EP, grandeur qui caractérise d'un point de vue énergétique le centre d'inertie G d'un système mécanique pour chacune de ces positions. On peut alors écrire WAB de la force F est égal à moins delta EP de A vers B. Ainsi, le poids est une force conservative qui dérive d'une énergie potentielle de pesanteur notée EPP. Entre deux points A et B d'altitude respective ZA et ZB, on peut donc écrire WAB de P est égal à moins delta EPP de A vers B. En rapprochant cette expression de celle du travail du poids qui ne dépend que de l'altitude des points A et B, on obtient après quelques manipulations élémentaires d'expression littérale le fait que EPP de A, qui est égal à P fois ZA, et EPP de B est égal à P fois ZB, où P est égal à mg. L'énergie potentielle de pesanteur EPP est une énergie de position par rapport à la surface terrestre. L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide de masse m en interaction avec la Terre, dont le centre d'inertie G est situé à une altitude z, a pour expression au voisinage de la Terre, EPP est égal à mgz plus constante. L'énergie potentielle de pesanteur est donc toujours définie à une constante additive près. Si on choisit de prendre l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur au niveau du sol, c'est-à-dire lorsque z est égal à 0, alors EPP pour z égale 0 est égal à la constante est égal à 0 et on pourra écrire EPP est égal à mgz ou EPP est égal à mgh. Les observations expérimentales réalisées avec des boules métalliques de différentes masses lâchées sans vitesse initiale, de différentes hauteurs au-dessus d'un bac contenant du sable, confirment l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Pour une masse m fixée, le cratère d'impact dans le sable est d'autant plus important que la hauteur de chute est grande. Pour une hauteur h fixée, le cratère d'impact dans le sable est d'autant plus important que la masse est grande. C'est l'énergie potentielle de pesanteur qui crée par exemple les dégâts occasionnés par les orages de grêle. Les travaux des forces constantes extérieures appliquées à un système sont reliés à la variation de l'énergie cinétique de ce dernier. Dans un référentiel galiléen, lorsqu'un solide de masse petit m et de centre d'inertie G se translate d'une position A à une position B, la variation de l'énergie cinétique, delta EC, de A vers B, qui est égale à ECB moins ECA, dont il est le siège, est égale à la somme des travaux des forces extérieures s'exerçant sur lui lors de son déplacement. On peut donc noter que delta EC de A vers B est égal à ECB moins ECA est égal à la somme des travaux des forces extérieures pour aller de A vers B. Afin de bien comprendre le théorème de l'énergie cinétique, je vous propose de l'appliquer à une situation concrète, à savoir celle d'un skieur dévalant une piste de ski. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, le système skieur plus équipement est soumis à son poids P, la réaction de la piste de ski R, et enfin la force de frottement F. Pour simplifier les projections, toutes les forces seront représentées à partir du centre d'inertie G du système. Après avoir identifié les travaux des différentes forces, on peut pour chacun d'entre eux donner l'expression correspondante telle qu'indiquée à l'écran. On remarque en particulier que le travail du poids est moteur, celui de la force de réaction de la glace est nul, et celui de la force de frottement est résistant. Je vous laisse le soin de mettre la vidéo sur pause si nécessaire, afin de bien observer chacune de ces expressions. En travaillant dans le triangle rectangle rose ABD, rectangle en D, on peut écrire que sinus alpha est égal à petit h sur AB, d'où h qui est égal à ZA moins ZB est aussi égal à AB fois sinus alpha. Finalement, la somme des travaux des forces extérieures peut s'écrire de la manière suivante. Somme des travaux des forces extérieures pour aller de A vers B est égale à mg sinus alpha moins f, le tout facteur de AB. En identifiant la somme des travaux des forces extérieures à la variation d'énergie cinétique et en remarquant que VA est égal à 0 m par seconde, il vient que VB est égal à racine carrée de 2AB fois g sinus alpha moins f sur m, qui vaut environ 22 mètres par seconde.
Afin d'aborder la notion d'énergie mécanique, commençons par appliquer le théorème de l'énergie cinétique à un corps de masse m, soumis uniquement à l'action de son poids. Delta EC de A vers B est égal à ECB moins ECA est égal à la somme des travaux des forces extérieures pour aller de A vers B qui se résume ici uniquement au travail de la force P. WAB de P est égal en outre à P fois ZA moins ZB. Donc en combinant les deux expressions, nous trouvons ECB moins ECA qui est égal à P facteur de ZA moins ZB. En remplaçant P par MG, on obtient l'égalité. EMA est égal à EMB en posant EM qui est égal à EC plus EPP. Dans un référentiel donné, l'énergie mécanique notée EM d'un système est la somme de l'énergie cinétique EC liée à son déplacement et de l'énergie potentielle de pesanteur EPP liée à la position de son centre d'inertie. Si une force est conservative, alors elle dérive d'une énergie potentielle et on peut écrire WAB de F conservative est égal à moins delta EPP. Le théorème de l'énergie cinétique permet quant à lui d'écrire delta EC est égal au travail pour aller de A vers B et bien de cette force conservative. Les deux expressions précédentes permettent d'écrire delta EC est égal à moins delta EPP. Delta EC plus delta EPP est égal à 0, d'où delta de EC plus EPP qui est égal à 0, d'où delta de EM qui est égal à EMB moins EMA qui est égal à 0. On en déduit que la variation d'énergie mécanique pour un système soumis à des forces extérieures conservatives est nulle. Lorsqu'un système est soumis uniquement à des forces conservatives ou à des forces dont le travail est nul, alors son énergie mécanique se conserve et on peut écrire EM de A est égal à EM de B, etc., qui est égal à une constante. En revanche, lorsqu'un système est soumis à des forces non conservatives qui travaillent, alors son énergie mécanique ne se conserve pas et la variation d'énergie mécanique s'identifie à la somme des travaux des forces extérieures non conservatives. L'expression de la variation de EM est donnée à l'écran. La plupart du temps, les forces non conservatives sont des forces de frottement, tels que par exemple les frottements fluides ou solides. Remarquons enfin que dans le cas où l'énergie mécanique d'un système ne se conserve pas, alors l'énergie cinétique du système est partiellement convertie en énergie potentielle et réciproquement. Appliquons la conservation de l'énergie mécanique à un cas concret, c'est-à-dire par exemple à la chute libre d'un ballon de basket. On peut obtenir facilement la vitesse du centre d'inertie du ballon en un point donné de sa trajectoire, par conservation de l'énergie mécanique entre ce point et le point de départ. Cet exemple est traité en détail à l'écran et on arrive rapidement à l'expression de la vitesse au point B en fonction de celle au point A et de la dénivellation existant entre les points A et B, à savoir VB est égal à racine carrée de VA plus G facteur de ZA moins ZB. L'application numérique conduit à une vitesse de 3,8 mètres par seconde, soit en multipliant par 3,6 à 14 km/h environ. Les courbes donnant l'évolution temporelle des différentes formes d'énergie impliquées dans le mouvement de chute libre du centre d'inertie d'un ballon de basket sont données à l'écran. En rouge est représentée l'énergie cinétique et en bleu l'énergie potentielle de pesanteur et enfin en vert la somme des deux, c'est-à-dire l'énergie mécanique du système. On remarque que cette dernière est constante au cours du temps. Le ballon de basket est un système pouvant être considéré comme conservatif lors de l'expérience. Des diagrammes en barre permettent de bien comprendre les transferts d'énergie s'effectuant à différentes dates du mouvement du centre d'inertie du ballon. Lors d'une chute libre verticale sans frottement, l'énergie mécanique EM du système se conserve et on assiste à un transfert intégral de l'énergie potentielle de pesanteur EPP en énergie cinétique EC. La simulation Energy Skate Park de la plateforme PHET de l'université Boulder du Colorado permet de visualiser les échanges énergétiques au cours du temps d'une skateuse sur plusieurs profils de piste. Dans ce premier exemple, les forces de frottement sont négligées. En position 1, l'énergie potentielle de pesanteur de la skateuse est maximale et son énergie cinétique est nulle. En position numéro 2, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle et l'énergie cinétique est maximale. C'est en ce point que la vitesse de la skateuse sera la plus grande. En position 3, on observe une équipartition de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Lors du mouvement, il n'y a pas de dégradation de l'énergie mécanique en énergie thermique, car il n'y a pas de force de frottement.
L'énergie mécanique se conserve et on assiste à un transfert intégral sans perte de l'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique et réciproquement. Théoriquement, en l'absence de frottement, la skateuse pourrait osciller indéfiniment autour de sa position d'équilibre stable, qui correspond au minimum de l'énergie potentielle de pesanteur. Bien évidemment, il s'agit d'un cas théorique que l'on n'observe jamais, car cela impliquerait que le mouvement perpétuel existe, ce qui est impossible. Dans la réalité, des forces de frottement sont présentes. Il y a en effet des frottements fluides liés au frottement de l'air et des frottements solides des roues sur la piste. Dans ce cas de figure, l'énergie mécanique décroît progressivement au cours du temps. Elle est dégradée en énergie thermique. Il n'y a plus transfert intégral sans perte de l'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur et réciproquement. Les oscillations de la skateuse autour de sa position d'équilibre stable s'amortissent progressivement et le mouvement s'arrête. Il est possible d'utiliser le langage de programmation Python pour tracer les courbes énergétiques précédentes et suivre leur évolution temporelle. Dans ce qui suit, je vous propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie d'un ballon de basket en chute verticale et lâché sans vitesse initiale. Dans un premier temps, un logiciel de pointage vidéo permet de récupérer les positions successives du centre d'inertie du ballon à des intervalles de temps réguliers. Le langage de programmation Python permettra à partir de Z et de T de calculer les vitesses instantanées et les différentes énergies. La convention de calcul adoptée pour la vitesse instantanée ne permet pas de calculer celle-ci au niveau du premier point et du dernier point de la trajectoire. De facto, cela impliquera que la dimension, c'est-à-dire le nombre de valeurs de la vitesse instantanée, comportera 2 éléments de moins que ceux du tableau de mesure issu du pointage vidéo. Pour que l'affichage des courbes puisse s'effectuer correctement, il faudra donc veiller que le temps et toutes les énergies aient une dimension égale à n-2, en considérant qu'au départ, le pointage vidéo a porté sur n position du centre d'inertie du ballon de basket. Il faut d'abord commencer par importer sous forme d'alias la bibliothèque pyplot du module matplotlib afin de pouvoir tracer les représentations graphiques. Les valeurs de t et z sont ensuite stockées manuellement dans 2 listes de dimension n. Après avoir défini la masse du ballon et la valeur du champ de pesanteur, on implémente les différentes listes vides qui seront complétées par la suite lors des calculs. Il suffit d'avoir à l'esprit que la méthode append permet d'ajouter à une liste un élément à la fin de cette dernière. Le bloc rouge permet de calculer la vitesse instantanée à un instant de date t indice i. Pour la convention de calcul utilisée, je vous encourage à consulter ma vidéo du programme de spécialité physique-chimie consacrée à l'étude des mouvements. Une fois la vitesse instantanée VI calculée à une date TI, on peut calculer la valeur de l'énergie cinétique ECI associée. À chaque tour de boucle, on stocke les valeurs de la vitesse instantanée et de l'énergie cinétique dans les listes V et EC en utilisant la méthode append. Les 2 listes contiendront donc n-2 éléments. Enfin, le bloc bleu permet de calculer l'énergie potentielle de pesanteur selon un principe de programmation identique au bloc précédent. La dimension de la liste EPP sera de n-2. Enfin, le bloc vert permet de calculer l'énergie mécanique, somme des 2 énergies précédentes. La dimension de la liste EM sera à nouveau n-2. Pour pouvoir tracer les graphiques des énergies en fonction du temps, il faut que toutes les listes possèdent la même dimension. Or, nous venons de voir que celle associée aux énergies possédait n-2 éléments, alors que celle relative au temps t a une dimension de n. Cela conduit dans le bloc orange à la création de la liste t_cal, obtenue en retirant le premier et le dernier élément de la liste t, afin que toutes les listes possèdent la même dimension, c'est-à-dire n-2. Le bloc rose contient les différentes options du graphique. Enfin, la fonction show permet de les afficher à l'écran. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur l'aspect énergétique des phénomènes mécaniques. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.